Toujours dans la rubrique où le sujet ALR en obstétrique, cette fois-ci, M. Miguel va nous parler des complications des anesthésiques locaux, toxicité des anesthésiques locaux en ALR chez la femme enceinte. Et je sais que vous êtes fatigué, on est en fin d'après-midi. Veuillez patienter encore un petit peu, parce que je suis convaincu que vous allez profiter des questions tout à l'heure. Et puis, on vous réserve une petite surprise. Donc, veuillez patienter encore un petit peu. Voilà. Donc, merci beaucoup, merci pour votre patience. Je remercie à mon tour l'équipe de la MARF, particulièrement Adnan, il est là, et pour lui témoigner comme quoi je suis très très content et très sensible à votre invitation, surtout que j'ai quitté le CHU et vous continuez à m'appeler. Alors, tu m'as chargé de parler de la toxicité des anesthésiques locaux. Donc, après tout ce qu'on a dit concernant les anesthésiques locaux avec les avantages des anesthésiques locaux, c'est qu'ils réduisent le taux des épuis péri-opératoires, ils baissent l'incidence des nausées et vomissements après l'intervention, grande satisfaction des patientes, réduction du séjour hospitalier et réduction de la douleur, de la chronicisation de la douleur. Donc c'est ça les avantages des anesthésiques locaux. Ils ont été découverts, ça fait déjà une 60aine d'années, mais ils restent très très valables, ils restent toujours utiles, mais ils ont beaucoup d'avantages, mais dans certaines situations, on regrette de les avoir utilisés à forte concentration parce qu'ils peuvent entraîner ce qu'on appelle une toxicité. Je rappelle particulièrement pour les jeunes que nous avons deux grandes familles des anesthésiques locaux. Nous avons la famille Amide qui existe au Maroc et nous avons la famille Ester. Ce qui existe au Maroc, c'est la lidocaïne et la bupivacaïne. La bupi et la ropi, ils ont une durée d'action prolongée, donc un délai allongé et une durée d'action prolongée. Et barétécal et chlorotécal, ce sont des anesthésies qui sont largement utilisées en France parce qu'ils ont un bloc moteur qui se lève rapidement. Par exemple, pour les interventions d'une heure, on peut utiliser chlorotécal, la chlorprocaïne, ou bien prélocaïne, barétécal, qui sont largement utilisées. Le malade peut déambuler après une heure et demie. Donc, c'est une grande indication dans les anesthésies et les interventions en ambulatoire. Chlorotécal, on commence à l'oublier un peu en France parce qu'elle est responsable de beaucoup de bradycardie, beaucoup d'asystolie. Ce qui fait qu'il est utilisé actuellement, c'est la prélocaïne, c'est la barétécal qui est largement utilisée actuellement. Alors, je vais vous parler d'abord de problèmes toxiques. C'est quoi un problème toxique? Deuxièmement, l'incidence de problèmes toxiques en général, et chez la femme enceinte en particulier. Qu'est-ce qu'il donne chaque type d'anesthésique local? Les modalités thérapeutiques, et enfin, est-ce qu'on peut prévenir ceci? Deux problèmes à l'utilisation des anesthésiques locaux, il y a les problèmes locaux et des problèmes généraux. Mais il ne faut pas rattacher à l'anesthésique local tout ce qui arrive à la patiente en post-opératoire. Particulièrement, il y a le stress nerveux qui est secondaire au garrot, il y a les tractions, transections, il y a les compressions, et les contusions, l'ischémie et l'élongation, tout ceci peut donner une paralysie après. On va vous dire, c'est votre anesthésie qui a donné ça. Autre chose, au milieu obstétrical, il y a ce qu'on appelle la neuropathie fémorale. Je me rappelle, à la maternité, il y avait une patiente qui avait accouché. Il est parti à la maternité. Le lendemain, l'obstétricien nous appelle pour nous dire, votre patiente a une paraplégie, vous avez créé un hématome médulaire. On a pris la patiente en réanimation. Quand on lui pose la question, il nous dit que j'ai accouché normalement, je n'ai pas eu des piqûres dans le dos. Donc, ce n'est pas une patiente qui a une paraplégie, donc il avait une neuropathie fémorale, donc, qui est due justement à l'étirement du nerf fémoral lors de l'accouchement. Et c'est une patiente qui a récupéré après 2-3 semaines, donc elle récupère totalement. Les problèmes locaux, ils peuvent être réversibles ou non réversibles. Ils sont généralement un dysfonctionnement du métabolisme calcique mitochondrial. Voilà, donc le risque est lié directement à la concentration de l'anesthésique locale
à l'endroit où vous l'injectez, soit sur le nerf, soit sur le muscle. La neurotoxicité, on la connaît, bon, avant d'avoir la bupivacaïne, vous savez qu'à la fin des années 80, on n'avait pas de bupivacaïne, on utilisait la xylocaïne, on faisait très peu de rachis parce qu'on n'avait pas de trocar. Mais quand on a la chance d'avoir un trocar, ou bien on utilise un intranus, on injecte de la xylo 2% et on a une bonne anesthésie. Mais on avait plutôt des cathéters de péridurale. Tout à l'heure, il parlait de l'histoire, mais il ne vous a pas dit que quand on a un trocar de péridurale, on fait l'injection, on le lave, on le met stérilisé, les gants, on les stérilise, on les met dans le propinel, sonde d'intubation, on la rince, on la réutilise. Donc tout ça, on l'a vécu dans les années 90, mais avec l'avènement de Creutzfeldt-Jakob et tout. Donc, et en plus, on n'avait pas de seringue en plastique. Tout à l'heure, il faut séparer les produits. On n'avait pas de seringue en plastique. On avait appris beaucoup la péridurale grâce aux seringues en verre. Et c'est un très bon apprentissage. Et on faisait beaucoup de péridurale pour tout ce qui est urologie, traumatologie, single shot de la péridurale, parce qu'on n'avait pas de 3/4 d'orage. Donc, à l'époque, on utilisait la xylocaïne, mais par la suite, il s'est avéré que la xylocaïne, la lidocaïne, entraîne des lésions neurologiques directes. Donc, on n'a plus le droit d'utiliser la lidocaïne en contact du nerf, donc au niveau sous-arachnoïdien. Vous l'utilisez en péridurale comme en césarienne urgence, je suis d'accord. On peut avoir des troubles neurologiques radiculaires réversibles. Donc, chaque fois que vous faites une rachis et que la malade a mal, vous avez touché une racine, il ne faut pas injecter. Ceci est d'autant plus vrai si vous utilisez des trocars des aiguilles de type Quink, c'est-à-dire tranchant. Mais quand vous avez des trocars de type pencil, donc crayon, vous savez que l'orifice, quand vous injectez, l'orifice n'est pas à la tête, elle est au milieu. Donc même si vous touchez la racine ici, le produit ne va pas toucher la racine. Donc ils vont préférer les points de crayon, ça réduit beaucoup ces complications-là. Mais la bonne pratique, c'est que chaque fois que vous avez une douleur, n'injectez pas. N'injectez pas, c'est le bon message. Et puis, on peut avoir la myotoxicité, c'est-à-dire que vous injectez l'anesthésique locale au contact d'un nerf, et il va se manifester par une faiblesse musculaire après, il va se manifester par la douleur à la pression, ou bien à l'étirement. Donc, il faudra faire un EMG pour innocenter ou non votre intervention. Donc, on a parlé de l'action locale, donc neurologique, deuxièmement musculaire, et troisièmement, sur les chondrocytes. Il y a un certain nombre de traumatologues qui, à la fin de l'intervention, ils renversent l'anesthésique locale au niveau du genou, par exemple, soi-disant pour avoir une anesthésie post-opératoire. Mais cette anesthésique locale a des effets secondaires. Il peut... Pardon. Voilà. Regardez le groupe contrôle. Ça, ce sont des chondrocytes humains qu'on a mis en culture et en contact avec les différents anesthésiques locaux. Vous les avez ici en abscisse, la bupivacaïne, la ropivacaïne, la lidocaïne 1%, 2%, et là, c'est les rayons X qui tuent les cellules. Ça, c'est le groupe contrôle. Et vous voyez qu'il y a une baisse de la production. Nombre de chondrocytes vitaux diminue en contact de l'anesthésique locale. Donc, une action sur le chondrocyte. J'ai parlé des problèmes locaux, neurologiques, musculaires et les chondrocytes. Deuxièmement, les problèmes généraux. Les problèmes généraux, c'est ce qu'on appelle le LAST, c'est-à-dire la toxicité systémique des anesthésiques locaux. Il se voit en cas de surdosage absolu. Vous n'avez pas respecté la dose qu'il faut. Par exemple, vous avez dépassé 5 mg kg de lidocaïne, vous risquez d'avoir un accident. Un surdosage relatif si vous injectez un anesthésique local dans une région très vascularisée. Par exemple, terre scalénique, paravertébrale, intercostale, c'est des régions très vascularisées. Vous augmentez le risque de toxicité. Et puis, il y a une sensibilité individuelle. On ne sait pas pourquoi des gens font plus de toxicité que d'autres. Et l'injection intravasculaire accidentelle aussi. Donc, il y a la bonne manière pour éviter cela. Alors, en plus, dans notre contexte obstétrical, nous avons une baisse de l'albumine, nous avons une baisse de l'alpha-1 glycoprotéine, nous avons une baisse du globule rouge. Ce sont des bus des anesthésiques locaux. Et vous savez que ce qui est toxique, c'est la fraction libre qui n'est pas fixée au bus. Donc, ce sont des transporteurs d'anesthésique locale. Et si jamais vous avez une baisse d'albumine, baisse de glycoprotéine, baisse de globule rouge, donc vous augmentez la fraction libre, donc vous risquez d'avoir toxicité. Donc, d'où l'intérêt chez la pharmacienne de réduire un peu les doses.
En plus, vous avez une augmentation du débit cardiaque. Le débit cardiaque, ça filtre rapidement les anticycles locaux et les amène vers la cible. La cible, c'est le cœur, c'est le cerveau. Et en plus, si vous avez une pathologie telle que la prééclampsie, telle que l'éclampsie, un syndrome néphrotique, tout ça, ça aggrave, ça augmente la fraction libre. Et les auteurs ont trouvé qu'un facteur de risque de la toxicité des anticycles locaux, ce sont les âges extrêmes et la femme enceinte, c'est retrouvé partout. Autre chose, quand vous avez, cet auteur-là s'est intéressé à doser l'alpha-1 glycoprotéine, c'est-à-dire la protéine qui transporte les anticycles locaux. Il a vu leur taux chez les nouveau-nés. Il voit que quand le nouveau-né est né d'une césarienne programmée, le taux d'acide l'alpha-1 glycoprotéine est diminué. Donc là, vous risquez d'avoir beaucoup de fractions libres, beaucoup de toxicité chez le nouveau-né. Par contre, en cas de césarienne d'urgence, ou bien après un accouchement normal, le taux d'alpha-1 glycoprotéine chez le nouveau-né sont élevés. Ça veut dire qu'ils sont élevés avec le stress obstétrical. Donc il y avait un stress, l'enfant produit beaucoup d'alpha-1 glycoprotéine, donc il y aura moins de fractions libres d'anesthésie locale, donc il y aura moins de toxicité chez le nouveau-né. Voilà donc pour vous rappeler que les anesthésiques locaux de façon générale appartiennent à la catégorie de la classe B et C. Je vous rappelle que la classe A, c'est un médicament qui n'a aucun effet néfaste chez la maman. La classe D, elle a des effets démontrés. Et la classe X, c'est interdit. C'est un produit qui est complètement interdit, comme la thalidomide par exemple. C'est la classe X qui donne des malformations sûres, donc il est interdit. Donc la majorité des anesthésiques locaux, elle appartient à la classe B, C. Donc c'est le milieu, on peut les utiliser, ils n'ont pas d'effet. En plus, sur cette diapositive, vous pouvez lire les doses limites qu'il ne faut pas dépasser, que ce soit par voie, que ce soit isolé ou bien associé à l'adrénaline. Quelle est l'incidence de la toxicité des anesthésiques locaux? Donc il y a plusieurs études, de façon générale, je ne parle pas uniquement de l'obstétrique, je parle de façon générale, c'est que cette incidence-là, elle va de 0,08 à 0,03, donc ça dépend des séries, ça dépend. Et dans toutes les séries que j'ai rapportées, les blocs périphériques donnent plus de toxicité systémique que les péridurales. Donc péridurales, malgré leur utilisation, ça ne donne pas beaucoup d'effets systémiques. Alors, autre chose, un autre auteur a montré que le site d'injection, l'IMC, donc le poids de la patiente, et le type d'anesthésie locale qui détermine le risque. En obstétrique, la péridurale donne moins de complications, mais le TAP bloque un peu plus, les blocs paravertébraux un peu plus. J'ai parlé tout à l'heure de la vascularisation, donc ceci augmente le risque de toxicité. Par contre, avec la rachianesthésie, maximum 15 mg, on n'aura jamais de toxicité, même si vous le donnez par voie intraveineuse directe. Donc 15 mg ne va pas donner de toxicité. Et je vous rappelle que ce qui est important, c'est la posologie. Et deuxièmement, la vitesse d'injection. C'est comme dans l'embolie gazeuse. 100 ml, je peux l'injecter en 24 heures, j'aurai rien. Mais si je l'injecte en 5 minutes, j'aurai une embolie gazeuse. Donc d'abord la quantité et deuxièmement la vitesse d'injection. Mais chez la femme enceinte, de façon générale, chaque fois que vous avez une complication au cours de la manipulation, il faut penser au diagnostic différentiel. Elle a le droit de faire une embolie amniotique, embolie pulmonaire, une éclampsie, tachycardie, allergie, etc., etc. Alors, le moment de survenue de ces accidents toxiques généraux, c'est dans la majorité des cas dans les 10 premières minutes. 53%, c'est dans les 10 premières minutes, d'où l'intérêt de surveiller votre patiente. Vous faites un geste, il ne faut pas partir prendre un café, il faudra surveiller votre patiente, surveiller cliniquement, il faut garder le contact avec la patiente et puis surveiller instrumentalement la saturation et le scope. Voilà quelques cas rapportés de l'AST au cours en obstétrique et vous voyez qu'à chaque fois, ça survient après un bolus. Injection puis un bolus, injection puis un bolus, et vous allez voir la guérison grâce aux émulsions lipidiques. Donc je vais en parler. Alors quels sont les types des anesthésiques qui donnent les complications? Les amides de façon générale, ils donnent plutôt des complications neurologiques. Mais à de fortes doses, ils donnent aussi des complications cardiaques parce que des stabilisateurs de membrane, c'est des produits qui bloquent la pompe à sodium et à potassium. Donc on peut avoir des perturbations au niveau de la conduction.
donc toxinologique. Et cette toxine neurologique est décrite pas uniquement en obstétrique, je veux dire en pratique anesthésique, mais également, regardez, des gens qui ont décrit la toxicité systémique, quand ils font un sondage vésical, donc ils mettent de la xylocaïne gel pour sonder, ils ont des complications. Quand on fait une intubation vigile, vous mettez de xylogel et ils ont des complications. Et même des gens qui ont parlé de l'intoxication, de toxicité systémique après l'échographie transœsophagienne, parce qu'ils mettent du gel pour faciliter le passage, mais avec cette concentration-là, ils ont décrit des lastes. Voici des concentrations sur les produits pour la lidocaïne, l'éthido et la bupivacaïne. Vous voyez que pour avoir un collapsus cardiaque, il faut de fortes concentrations pour la lidocaïne. Par contre, des convulsions, doses faibles. Par contre, pour l'éthido et la bupivacaïne, les doses se rapprochent. Les doses d'atteinte neurologique et de problèmes cardiaques, elles ne sont pas très, très loin. Les amides, bon, ils n'entraînent pratiquement pas d'allergie. Il y a quelques familles en France, mais vraiment, l'allergie avec les amides n'existe pas. C'est probablement les additifs qui sont responsables de ces réactions allergiques, je vais en passer. Par contre, les esters, on ne les a pas. Sauf chez les dentistes, des petites capsules, mais chez nous, on n'a pas d'anesthésie locale de type ester. Ce sont des produits qui sont dégradés par les pseudocholinésterases. Ils donnent essentiellement un problème d'allergie. Alors, un autre travail qui a vérifié un peu, c'est un peu flou, je suis désolé. Alors ici, on a utilisé l'échographie. Ici, on n'a pas utilisé l'échographie pour faire les différents blocs. Ça, ce sont les différents blocs. Et ça, c'est les terrains. Vous voyez la grossesse, vous voyez l'insuffisance cardiaque, insuffisance hépatique, insuffisance rénale, la même chose. Ici, avec échographie, et ici, sans échographie. Et là, le risque élevé et le risque faible. Qu'est-ce qu'il montre cet auteur-là? C'est que, regardez la grossesse, grosso modo, ne donne pas de complications plus que les autres cardiaques. Avec ou sans échographie, vous voyez que la grossesse n'est pas dans la zone avec un haut risque, n'est pas dans la zone marron, à la différence des autres atteintes aussi bien hépatiques que rénales. Alors, modalité thérapeutique. Modalité thérapeutique, c'est la prise en charge habituelle. Patient qui convulse, il faut stopper les convulsions. Éviter tout ce qui est hypoxie, acidose. Ça modifie le pKa du produit, ça libère plus la fraction libre. Et puis, des produits qui sont très intéressants, ce sont les émulsions lipidiques. Et j'invite notre président à faire des écrits au ministère pour avoir ces produits à notre disposition. On l'a fait pour le sulfate de magnésium. On n'avait pas de sulfate de magnésium au Maroc. On avait fait des écrits à M. Bédil à l'époque, alors ministre, dans les années 2004-2006. Et on a envoyé des articles comme quoi l'éclampsie ça tue au Maroc. Et heureusement, en 2007, on a eu le sulfate de magnésium. Donc je pense qu'on va nous battre pour avoir ce produit-là qui assure le transport. Vous voyez, les émissions lipidiques, elles assurent le transport de l'anesthésique locale vers le foie et vers le muscle pour être libéré au niveau type digestif. Donc il fait une sorte de wash-out, donc un lavage de l'anesthésique locale. Ça rappelle un peu ce Gamadex pour le mémoire. Donc il prend l'anesthésique locale et il le rejette, il l'enlève et l'extrait du cerveau et l'extrait du cœur. Donc ce sont des produits qui entraînent un résultat immédiatement. Donc il faut le rôle de notre société savante, le CARPO et la SMAR, c'est de faire des écrits et avoir ces produits à notre disposition. Il y a des protocoles à l'échelle chez les gens qui ont ces moyens-là. Il y a plusieurs protocoles, 1,5 millilitres par kilo, des protocoles qu'il faut utiliser, qu'il faut suivre pour assurer la guérison de ces patients-là. Une autre diapo pour vous dire un peu une étude comparative. Ce monsieur Wang a pris un groupe de souris. Qu'est-ce qu'il a fait? Un groupe 1, il a mis des sérums salés. Deuxièmement, les émulsions lipidiques. Et troisièmement, il a mis un agoniste des récepteurs delta-opoïdes. Donc, c'est une substance qui protège le cardiomyocyte. Donc, ça augmente, ça diminue le seuil de réactivité du cœur. Donc, ça augmente l'action des cardiomyocytes. Qu'est-ce qu'il a retrouvé? Dans le groupe sérum salé, groupe émulsion lipidique et groupe agoniste des récepteurs opoïdes, qu'est-ce qu'il a noté? Alors, il a pris 3 rats, il a donné la bupivacaïne,
la bupivacaïne jusqu'à la systolie pour les 3 groupes. Et qu'est-ce qu'il a constaté? Il a constaté que, voilà, le seuil des arythmies, le seuil de d'hypotension, le seuil de la fréquence cardiaque et le seuil de la systolie est très élevé dans le groupe qui a reçu l'émission lipidique par rapport aux autres. Malgré ces récepteurs-là qui améliorent l'action du cardiomyocyte, ils ne font pas mieux que l'émission lipidique. Donc les émissions lipidiques restent le traitement d'urgence chez les patients qui font des accidents toxiques des analgésiques locaux. Fait clinique, bon, des gens qui veulent dire est-ce qu'on peut donner le propofol à la place des émissions lipidiques? Bon, le propofol, c'est vrai, le propofol, comme il contient des intralipides, il augmente un peu le seuil de toxicité. Mais je vous ai dit qu'il faut donner 1,5 ml par kilo. Donc, une femme de 60 kg, il faut donner 100 cc. Alors, vous n'allez pas donner 100 cc de propofol pour quelqu'un qui est déjà en hypotension, qui a un cœur déjà souffrant. Le sévoflurane aussi, il augmente le seuil toxique. Voilà, mais ça ne remplace pas les émissions lipidiques. La clonidine, pas d'effet. La prévention, est-ce qu'il y a une prévention? C'est les règles de bonne pratique. Il faut monitorer et respecter les doses. Injecter lentement, fractionner la dose, aspirer régulièrement, mais il y a des faux négatifs. Quand vous aspirez, vous n'avez rien, ça ne veut pas dire que vous n'avez rien. Et garder surtout le contact verbal avec la patiente et détecter les premiers signes. Le goût métallique, toutes les patientes parlent du goût métallique, troubles visuels, auditifs, et sur le plan monitorage, troubles cardiaques et troubles de rythme. Ajouter l'adrénaline comme dose test quand on fait une péridurale, on injecte et ce qu'on n'est pas dans un vaisseau, mais vous savez que chez les femmes qui ont travail, l'adrénaline va augmenter la fréquence cardiaque, mais la fréquence cardiaque, déjà, elle est augmentée par le contexte obstétrical, par la douleur, déjà, elle est augmentée toute seule. Donc, ça n'a pas une valeur, vraiment une grande valeur, la dose test en obstétrique. Le sonoguidage, l'échographie, elle réduit le risque 4 fois. Pour conclure, je dirais que l'anesthésie locale, l'anesthésie locale comporte un risque potentiel, parfois mortel. Il reste rare, mais il est grave. L'intérêt de la disponibilité des émissions lipidiques dans les sites d'ALR, dans les salles d'accouchement. Là où on fait une anesthésie loco-régionale, il faut avoir les émissions lipidiques. La prévention repose sur la rigueur du geste technique, l'éco-guidage. Et deuxièmement, la surveillance continue de la patiente durant la procédure. Et je vous remercie. Merci à notre maître, professeur Miguel, pour sa communication claire et concise qui nous a fait un tour d'horizon sur la toxicité des anesthésiques locaux, chose donc qui peut se présenter à tout praticien donc, qui pratique l'anesthésie en obstétrique. Donc, à la fin de ces communications, on va donner la parole à la salle donc, pour nous donner les questions et les remarques à propos des communications qui se sont déroulées. Donc, je donne la parole. Oui. À Dr. Oukili. Merci. J'ai une question pour le professeur Miguel. Est-ce que les émulsions lipidiques qu'on trouve dans l'OLIM, l'alimentation parentérale, avant de les mélanger, est-ce qu'elles peuvent être utiles? Deuxième question, la période la plus importante où il faut garder le monitorage de la patiente ou du patient avec une communication, c'est le moment de l'injection, parce qu'on a le scope derrière nous. Et la malade, on ne voit pas le visage de la malade. Donc c'est le moment où il faut garder, moyennement un sujet, garder le contact pour être au courant de toute modification dans l'état de santé de la patiente. Oui, sincèrement, j'ai cherché les intralipides qu'on utilise, l'oléclénomel, etc., qu'on utilise. Déjà, on ne va pas les trouver au bloc opératoire, on ne va pas les trouver en salle d'accouchement, donc il faut vraiment les trouver. Et je n'ai pas trouvé de réponse à ta question, mais comme il contient des lipides, ça va donner un effet. Mais est-ce que... il faut que ça soit uniquement les intralipides. C'est 10 grammes, je pense, c'est 10%.
Ça ne remplace pas les intralipides, d'accord? Parce que les gens, ils ont aussi le quinomène, mais ils ont les intralipides. Ce que j'ai trouvé sur le propofol, je vous ai donné un peu ce que disent le propofol. Intralipides, faute de mieux, mais n'attendez pas une bonne réponse avec la nutrition. Là, je ne sais pas, je n'ai pas le prix. Une question à professeur Belmqaddam et à l'équipe de professeur Rendo. Vous nous avez parlé un petit peu de la place de l'ALR dans l'analgésie de la césarienne. Vous avez évoqué... Oui. Vous avez évoqué en fait beaucoup de types de blocs qu'on peut pratiquer en passant par l'étape bloc, le bloc carré des lambes, le bloc ilio-inguinal, le bloc des muscles érecteurs, le bloc des muscles grand droit. Et finalement, vous nous avez dit qu'il y a une supériorité quand même à la morphine intratécale. C'est vrai qu'il y a des effets secondaires qu'il faut craindre, notamment la détresse respiratoire, le prurite, etc. Mais si on veut être uniciste dans notre pratique quotidienne, dans nos structures, est-ce qu'il faut se contenter de ce protocole de morphine intratécale, éventuellement y associer des antalgiques en post-opératoire, ou il faut inciter nos médecins, nos résidents à la pratique de ce type de bloc pour pouvoir en fait avancer en matière de prise en charge, ou finalement on se contente d'un protocole multisystémique en fait pour l'analgésie loco-régionale. Merci pour la question. Donc tous les écrits qu'on a vus tout à l'heure sont des méta-analyses qui regroupent plusieurs études, et aucune de ces méta-analyses n'a montré qu'une supériorité d'un bloc par rapport à la morphine intratécale. Donc la morphine intratécale, c'est ce qui est recommandé. Et on ajoute ou non le bloc, ça ne modifie pas la qualité de l'analgésie. Ça reste la même chose que par rapport au... Donc la morphine intratécale, si c'est possible de la faire, il faut la faire. Si on craint qu'il y aura des complications ou bien des effets secondaires, à ce moment-là qu'on pourra parler de bloc. Voilà, j'ajouterais que tout ça doit s'inscrire dans un cadre d'analgésie multimodale, bien sûr, mais a priori c'est la morphine intratécale, et comme on l'a dit, ça a été d'ailleurs dit aussi par le professeur Saïd. Donc à 100 gamma, s'il n'y a pas de... Ça a été dit dans ma communication, 100 gamma sans facteur de risque de détresse respiratoire, c'est la surveillance classique d'une injection intraveineuse de morphine. Donc il n'y a pas de souci avec 100 gamma. J'ai insisté sur ça, donc je rejoins le professeur Adib sur ce point. Mais surtout, c'est l'analgésie multimodale, donc on ne va pas chercher ces techniques et ne pas mettre du paracétamol, des anti-inflammatoires de façon systématique et régulière, et aller directement vers des choses qui ont des effets secondaires. J'ajoute aussi, pour les médicaments systémiques, ils ont été comparés aussi aux médicaments. Donc même par exemple le paracétamol en préopératoire, le timing d'administration de paracétamol en préopératoire, en post-opératoire, même le paracétamol permet d'épargner la morphine. Donc c'est des effets cumulatifs des différents médicaments. Et si on ajoute la morphine intratécale, l'analgésie serait plus efficace. Professeur Nasseri, puis professeur Kchna. Merci professeur Yousfi. Je tiens à remercier les orateurs pour cette session vraiment très très intéressante et beaucoup d'éléments sur le plan pratique. En fait, ma question c'est pour professeur Selmi. C'est vrai que vous avez vu, et merci beaucoup sur ces patients qui ont des problèmes d'hémostase. En fait, je veux un petit peu poser une question sur la suite de ces patients. C'est-à-dire, parce qu'après, c'est des patientes qui ont quand même, il y a un risque thromboembolique qui est là. Alors, par exemple, une patiente qui a une thrombopénie, on sait qu'à partir de 75 000, on peut lui mettre de l'ALR, on peut faire une rachianesthésie sans problème. Maintenant, en post-opératoire, comment on va faire le suivi et quand on va commencer à lui donner les HPPM, enfin, la prophylaxie thromboembolique. Merci. Alors, ce sont des patientes donc, qui ont un taux de plaquettes qui est normal, peut-être c'est la fonction qui est altérée. Et bien sûr, quand on réalise une anesthésie loco-régionale, donc théoriquement, ça se passe bien, ça veut dire qu'il coagule correctement. Et bien sûr, il y a le risque multiplié par 3 jusqu'à 6 quand il s'agit donc d'une grossesse, encore plus une césarienne.
Donc le risque de maladie thromboembolique est très très élevé. Mais ceci étant, quand on suit les recommandations françaises, ils disent qu'il n'y a pas d'indication à mettre des anticoagulants. Moi, je donne un anticoagulant pendant minimum 7 à 10 jours. Donc l'essentiel, c'est qu'il faut un suivi. D'abord, ils ont une thrombopénie. Et deuxièmement, quand on met les HPPM, il y a un risque encore de ce qu'on appelle les thrombopénies héparino-induites. Donc théoriquement, au bout du 3e jour, il faut recontrôler le taux de plaquettes chez ces malades-là. Mais moi, je donne un traitement anticoagulant. C'est pas comme les Français, ils disent non, tant que la femme n'a pas de facteur de risque, il ne faut pas donner. Non, quand il y a un juge derrière, il va vous dire pourquoi vous n'avez pas donné l'anticoagulant. Heureusement, il y avait une dame qu'on avait présentée. Elle a une césarienne, l'anesthésiste, il a proposé un anticoagulant. Là, le gynéco a refusé. Il est sorti, il est décédé l'ascenseur. On se pose la question, qui est le responsable? Est-ce que c'est le gynéco? Est-ce que l'anesthésiste? Heureusement, les deux, ils ont été acquittés. Merci beaucoup. Ben, effectivement, oui, parfois, ben, il ne faut pas aller d'une façon, entre parenthèses, bête, faire les recommandations des autres. Les autres, ils ont leurs conditions et nous, on a nos conditions. Ils sont dans des circuits, des parcours RAC, parfaitement RAC, alors que nous, autre chose, il faut ils sont joints par téléphone. Il y a même les sleeves qui sont réalisés en hôpital du jour. Les sleeves sont réalisés en hôpital du jour. Donc les mains peuvent parfaitement revenir chez eux en France, mais tout le monde le circuit, il est wheelé. On a le téléphone du papa, de la maman, du mari, je ne sais pas de la distance, il ne faut pas qu'il soit très long, etc. Non, on n'est pas dans ce stade. C'est-à-dire, pour les patientes qui ont une thrombopénie, vous contrôlez le 3e jour et à partir du 3e jour... Si le tôt de plaquettes se maintient, il n'y a aucun souci, il faut donner un anticoagulant. C'est-à-dire c'est le même chiffre. C'est les mêmes chiffres, bien sûr. En fait, c'est des dames... Parce qu'il y a les deux cas de figure. Et soit que sa thrombopénie va s'aggraver, comme il y a les HPPM, risquent donc de baisser leur taux de plaquettes. Ce qui est important pour les plaquettes, c'est plutôt la cinétique. Quand vous avez une malade qui vient, il a 100 000, 2 heures après, il fait 80 000, l'après-midi, il fait 40 000, ça c'est grave, il ne faut pas toucher. Par contre, s'il vient avec 60, il reste 61, 62, c'est pas grave ce genre de malade. Donc là, c'est très important. Merci. Professeur Kishna. J'ai quelques questions au professeur Selmi. Je remercie tous les orateurs parce que c'était des communications riches. Dans votre pratique quotidienne, est-ce que vous réagissez de la même façon concernant un taux de plaquettes, que vous faites une rachianesthésie ou bien une péridurale? Également pour une patiente sous aspirine, est-ce que vous réagissez de la même façon? Écoutez, je suis vigilant parce qu'il y a derrière ça, il y a une maman, il y a un risque d'hématome et puis il y a ce qui est juridique. Donc il ne faut pas qu'on se dise, je fais comme Niania, non. Je réfléchis. Chaque fois que j'ai un taux de plaquettes qui est bas, je réfléchis plusieurs fois avant de prendre la décision. Alors, moi sincèrement, un taux de plaquettes de 75 000, il est faisable, aussi bien pour une péri qu'une rachianesthésie. Bien sûr, on ne rentre pas dans le cadre d'un HEP syndrome ou d'une prééclampsie parce que le taux de plaquettes, il varie. Et comme il a dit au Stade Miguel, soit 100 000, 80 000, même 30 000, 20 000. Donc, je réfléchis plusieurs fois quand j'ai un taux de plaquettes moins de 60 000, avec 50 000, malgré ce que je vous ai présenté, j'ai beaucoup du mal à accepter de réaliser une rachianesthésie. Là, plus de 75 000, je peux faire les deux, il n'y a aucun souci. Et les experts, ils disent que d'abord, il faut avoir au-delà de 75 000 pour faire une péri et au-delà de 50 000 pour faire une rachie. Oui. Et deuxième condition, il faut avoir un service de neurochirurgie à côté. Il faut avoir beaucoup de conditions pour faire ce genre de choses. Et avoir comment faire l'aménectomie en urgence. Professeur Adib et professeur Boudraka. Si je peux me permettre, j'aimerais partager notre expérience par rapport à certains éléments. La morphine dans l'arachis, on avait fait un travail qu'on avait présenté dans plusieurs congrès. On a comparé Bupi, Bupifenta, morphine, Bupi morphine seule. Et clairement, le meilleur rapport bénéfice qu'on avait trouvé, c'était la Bupi morphine seule, sans Fenta. On avait moins d'hypotension péropératoire, beaucoup de choses. Et donc, nous, on avait switché sur
Notre conduite, on fait maintenant plus de 5000 césariennes par an. C'est de la rachimorphine, bupimorphine seule. Et quand il n'y a pas de morphine, ensuite sur c'est juste les ruptures de stock qui nous posent problème. On a dépassé des dizaines de milliers de malades avec ce protocole. Jamais d'accident grave. Jamais. Détresse respiratoire. Il n'y a pas de raison. Jamais un accident grave. Ça marche. Alors, la problématique qu'on s'est posée, quand on avait une dilution de 1 mg par cc de morphine, de 100 gamma par cc, donc ça, on était obligé de mettre 1 cc dans la seringue, on avait des niveaux plus élevés, mais beaucoup plus d'hypotension et beaucoup plus de bradycardie. Donc on avait switché à un certain moment à une dilution de 1 cc fait 200 gamma et on prenait un demi-cc. Mais ce qui marche le mieux, selon notre pratique, c'est mettre la morphine dans une seringue d'insuline. Et donc tu prends la bupie, il te met le 0,1 cc, le petit ce qu'il faut, et on est satisfait avec ça. Donc, pardon? Il faut la préparer vous-même. Hein. Ce genre de choses, on ne régule pas avec l'espace sous-arachnoïdien. Oui, mais bon, on n'a pas de problème. Nous, les méningites post-arachiques qu'on a eu, on les a eu de dehors, pas à l'intérieur. On a décrit des injections de 1 mg, on a traité. Oui, mais c'est des erreurs. C'est des erreurs. Avec la seringue d'insuline, on règle le problème. C'est pour ça qu'avec la seringue d'insuline, pas de dilution, ça règle le problème des erreurs et tout ça, et on ne se trompe pas. Moi, ça m'est arrivé de me tromper sur des dilutions. Si vous donnez 1 mg, il faut surveiller le mode de réanimation. Vous savez que dans les gastrectomies, il faut donner 500 gamma pour avoir un effet plus important. Vous n'êtes pas resté à 100, parce que 100, puis vous donner une concentration, puis vous augmentez. Une pneumonectomie, par exemple, il faut donner jusqu'à 1 mg, pourquoi pas? Parce qu'il faut donner la concentration de morphine selon l'importance de la chirurgie. Après, vous avez un effet rebond. Si vous augmentez, ça ne sert à rien. Vous aurez plus d'effets secondaires. Donc, la morphine, il faut la diluer vous-même. Parce qu'il y avait les cas qui ont été, malheureusement, une est décédée, une est paraplégie. Donc, je vous invite à je peux vous-même. finir. Alors, nous, soit rachi, morphine sans gamma, soit péridurale, et donc on attend les 2 heures après le réveil. Avant l'ablation du cathé, on met 2 mg de morphine et on enlève le cathé. Soit on a une anesthésie générale, et bien s'il y a des... Parce que c'est les résidents la plupart ADA, s'ils maîtrisent le TAP-bloc, c'est le TAP-bloc qui est utilisé dans notre ADA. Et dans tous les cas, c'est une multimodale, avec le paracétamol très tôt, avec l'anti-inflammatoire contre-indiqué si prééclampsie ou HTA gravidique, avec le néfopam, notamment en sucre ou là, c'est l'enréa en SAP. Sur le morceau de sucre, le néfopam, ça marche très bien et ça diminue la douleur chronique et la chronicisation. Par rapport à la... donc c'est comme ça que c'est standardisé, c'est protocolisé. Par rapport à la péridurale analgésique, nous, on n'utilise pas de dose test adrénale. On utilisait la dose test. Maintenant, on va changer notre protocole. La dose test va être la BUPI 00625. Notre dilution, c'est du 00625. C'est de la péridurale déambulatoire. Et donc, comme a dit Hussam tout à l'heure, 5 cc par 5 cc, c'est les doses test. Et on teste pour voir s'il y a un bloc moteur. Pas pour s'il y a un passage intravasculaire, parce que juste avec un cathéter perforé, multiperforé, on baisse, s'il y a du sang dedans, on voit, et on aspire, comme vous avez dit, M. Miguel, et on n'a pas de problème. La consigne qui est donnée à l'équipe, c'est de rester obligatoirement 20 minutes à côté de la patiente. Et le monitorage, c'est la tension artérielle. Et on n'a plus d'hypotension, on n'a jamais eu besoin d'éphédrine depuis qu'on a utilisé le 00625. Et la première dose, le premier bolus, on fait des bolus itératifs, et le premier bolus, on fait 100 gamma de fin. Là, c'est toutes les 90 minutes une réinjection de 10 cc. Ça dépend de la disponibilité de ADA. Ça veut dire 2 gamma par cc, 2 gamma par millilitre, pas 100 gamma de fin. 2 gamma par millilitre. La dose 00625, on met 20 cc. L'effet a 100 gamma d'achla la première seringue. Sa seringue diallo, et il passe tous les 90 minutes et de 10 cc. Toujours du 00625.
C'est bon, c'est- La dernière chose, par rapport à... C'est comme M. Miguel a fait, pour la thrombopénie, nous c'est 50 000 pour l'arachie et 70 000 pour la péri. C'est notre pratique quotidienne. Avec un senior. Avec un senior, bien sûr. Alors, le HELP, on discute. On discute, on majeure la surveillance, on admet en réa. Surtout que s'il y a un génétique qui baisse très rapidement, comme vous avez dit, parfois on va sur l'AG direct. Sauf que la PTI, il faut faire attention chez les patientes qui ont une suspicion de PTI, particulièrement des thrombopénies chroniques. Donc, ça nous est arrivé à maintes reprises, parce que nous, on ne fait pas de plaquettes systématiques avec toutes les péridurales, et on découvrait a posteriori des parturientes qui avaient des PTI. On a fait des péridurales et des rachis à 1000, à 1500, à 2000 de plaquettes. Et donc, nous, on a baissé notre seuil, et c'est connu dans la littérature, 30 000 sans aucun problème, on fait des rachis et des péris chez les patientes PTI, parce que leurs plaquettes, ils sont très strong. Mais il faut avoir l'interrogatoire, les conditions de sécurité, peut-être je l'ai ablasté s'il y a quoi que ce soit. Il y a les purpura thrombocytopéniques. On a les conditions de qui sécurité sont beaucoup de plus graves rattrapage. que la PTI. La PTI. Et puis en postpartum, alors dès que ça se stabilise aux alentours de 40 000, donc au bout de 48 heures maximum, on commence par le fond d'appareil si on a une thrombopénie. On commence par le fond d'appareil. Donc s'il y a une thrombopénie, et quand ça remonte, on peut continuer le fond d'appareil. Donc si ça remonte très rapidement, il n'y a pas de problème. Les autres qui ne remontent pas ou qui baissent au-delà de 3 jours, là on va aller directement sur la plasmaphéreuse parce que Les deux anticoagulants, c'est des microangiopathies thrombotiques. les deux anticoagulants qu'on peut donner chez les malades qui ont justement une thrombopénie, c'est l'Aristra C'est un partage de... ou la... Juste un petit point, et pour éclaircir un point, c'est la fentanyl ou la sulfentanyl, les morphiniques liposolubles, c'est pas pour l'analgésie, donc c'est uniquement la morphine. Les liposolubles, c'est pour diminuer les doses d'anesthésique locale pour ne pas avoir une hypotension, des vomissements. Donc, Et je pense que c'est le message clair. L'analgésie post-opératoire, c'est les morphiniques. Donc, les liposolubles, ils n'ont pas de place dans Le l'analgésie post-opératoire. fentanyl qu'on le donne, c'est pour réduire la douleur viscérale liée à l'utilisation Justement, des en champs. père césarienne, Voilà, pas pour le voilà. post-opératoire. Et pour, Mais la morphine, c'est pour dans le éclaircir les postpartum, choses. pour le postpartum. Voilà. Si vous avez une intervention, Ouais, que ce soit la dernière. Juste une petite précision concernant cette une remarque pratique concernant la préparation de la morphine intratécale. C'est vrai qu'il y a la dilution et tout ça, et il y a une asepsie rigoureuse qui doit être faite encore plus quand on pratique. Il y a la césarienne, le chirurgien qui est pressé, etc. Il faut faire toutes les précautions parce qu'on a vu quand même un certain nombre de complications liées à l'asepsie. Et puis, une autre complication, c'est quel type de morphine? Parce qu'il y a le sulfate et l'hydrate. La sulfate de morphine n'a pas d'AMM en intratécal. Contre-indiqué. Et ça a été fait, et on a vu 2 cas de convulsion suite à ça. Même s'il n'existe pas, il y a des collègues qui la ramènent, c'est du sulfate lavoisier intratécal, et ça pose des problèmes. Donc il faut se méfier, c'est la chlorhydrate de morphine qu'il faut utiliser. Quand il y a une anesthésie générale, parfois des malades refusent, malgré tout, il y a une prétention de la douleur, etc., de la douleur chronique au niveau lombaire, et quand on est obligé de faire par l'anesthésie générale, il ne faut pas négliger aussi l'infiltration des anesthésiques locaux en sous-aponévrotique. Et c'est le chirurgien qui le fait, et ça donne une analgésie de bonne qualité, bien sûr associée à l'analgésie balancée, multimodale. Si vous le permettez, mesdemoiselles et messieurs, c'est bon. Je voulais faire une synthèse sur l'hémostase, mais comme à la demande de mon maître, M. Spehel, le temps nous presse. Alors, je vais juste partager avec vous un cas clinique, une malade qui nous a été adressée par notre ami Lukili. Tu t'en rappelles, c'était une malade qui avait un déficit en facteur 5. Bien sûr, lui maintenant il est au secteur privé, donc il nous a envoyé. Il nous a envoyé un cadeau, au contraire. Alors, cette malade, on s'est inspiré de l'expérience d'une équipe japonaise, et comme vous savez, les Japonais sont sérieux. On a géré cette malade par du plasma fréquent gelé pendant 48 heures, le temps d'avoir un temps d'hémostase
compatible avec la chirurgie et l'anesthésie. Et on a eu l'expérience de monitorer notre hémostase à côté du taux du facteur 5, du TP-TCK, plaquettes, mais aussi le thromboélastogramme. Et on avait un graphique compatible avec l'ALR. Et on s'est même permis de faire une rachianesthésie chez cette patiente qui a, en principe, théoriquement, une contre-indication aux anticoagulants. Bon, c'est juste une parenthèse. Donc, avant de conclure cet après-midi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Monsieur Mezzouzi, tout à l'heure, nous a résumé l'histoire de l'anesthésie au Maroc. Et nous, ce soir, ou ce fin d'après-midi, c'est début de soirée, Carpo va vous présenter l'histoire de l'anesthésie en obstétrique, en chair et en os. Et donc, les anesthésistes du Maroc, au nom de l'ASMAR, ont voulu rendre hommage à un grand monsieur qui s'est sacrifié pour l'anesthésie dans notre pays, et en particulier en obstétrique. Et j'appelle monsieur le professeur Tsezi Anas pour un modeste geste. بسم الله. أنا اللي خصني نشكركم الحقيقة. أنا قابل عليكم. بغيت نقول لكم. نصور أنا. لا أجي تو الموضوع. لا شكرا. قالوا لي بلاصه حدا صاحبي. نديروا البركه. صور سيدي Je vous remercie beaucoup d'avoir pensé à moi. Mais هادشي كله un petit mot, monsieur. واخا اي نصك انا نبقى نسلف. كنشكركم. الاستاذ ديالي سي صباحي كاين زعما حشومه. بغيت نقول لكم ان دابا جبرتي تبارك الله هاد الانستيزي لا فام انسانت بدات كتكبر. وفي الاول تفكروا ان في الرباط داروا واحد العماره سميتها لا ماتيرنيتي، هي كانت اكبر عماره في الرباط. لا بلاص كو هاد الناس ديال هاد البلاد الله يجازيهم بخير كلهم فكروا في لي فام. هادي سي كوم سا كو سا كومونسي. ايوا المهم je vais arrêter là comme ça vous allez pouvoir partir à la maison. Oui, bien sûr. Donc, on remercie l'assistance qui est restée à cette heure tardive. Ça fait plaisir. C'est 8h30, donc à demain. Demain, Inch'Allah. Merci.